Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Et donc aujourd'hui, nous avons un thème qui va être focalisé sur l'imaginaire, c'est-à-dire l'imaginaire au cinéma, ce qui n'est pas quelque chose de si évident que ça, parce qu'en France, on ne vous apprend pas que c'est un pays qui n'est pas toujours très ouvert à la représentation du cinéma de genre et de l'imaginaire. Et donc pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'inviter Thierry Poirot. Bonjour. Qui a une carrière qui est consacrée, ou en tout cas vraiment très marquée par ce cinéma de l'imaginaire. Alors, pour nos étudiants peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, alors je suis Thierry Poirot, donc je suis jeune réalisateur, non un peu plus vieux quand même. J'ai commencé, vous verrez, par publicité, court-métrage, publicité. J'ai fait un long-métrage, un autre long-métrage par la suite, et je me suis mis à faire de la série. Dans toutes les étapes de ta carrière, tu as quand même représenté beaucoup des univers qui n'existent pas, des univers de genre, des univers liés à la bande dessinée. C'est quasiment systématique. Oui, c'est qu'on est parti, d'abord je me présente, moi je travaille aussi avec mon frère à l'origine, avec qui je m'entends toujours très bien évidemment, qui s'appelle Didier, donc on était connus sous le nom des frères Poirot au départ. Ça s'invente pas. Donc on a commencé et on venait vraiment l'un comme l'autre. On vient plutôt du milieu de l'art, des beaux-arts, de la BD. Il faisait beaucoup de BD, moi de la photo. Donc on était vraiment intéressés vraiment aux comics, à la BD, au milieu de l'art. Donc on a commencé tout d'abord par ce biais-là en fait, ce qui nous a amené petit à petit au cinéma. On a commencé beaucoup par des films d'animation, donc du stop motion, films d'animation image par image, qui était le plus facile parce on avait un Super 8, on faisait nos petits films et on a commencé vraiment à faire des films. Et même des petites du radiographique, enfin des radiophoniques. Donc on faisait aussi des films que par cassette, juste le son, qu'on n'avait pas assez d'argent. Et ça commençait vraiment comme ça en fait, jusqu'à, je te laisserai finir, mais jusqu'à l'arrivée des Escarpins, qui est mon premier court métrage. Oui, la transition est toute faite, c'est-à-dire que le premier court-métrage, donc c'est un film qui s'appelle Les Escarpins sauvages, que vous avez co-réalisé avec Didier en 1994. Je vais résumer rapidement l'histoire. Hein. Donc on est dans un univers qui est très particulier, avec un noir et blanc assez expressionniste. On suit donc un météorologiste qui est dans un univers comme ça, dans une forêt un peu sombre, et qui va rencontrer des créatures de bois qui s'animent et qui vont être hostiles à son encontre, bien évidemment. On voit tout de suite qu'il y a une patte très forte, il y a une proposition très forte à l'intérieur. Mais comment il a été fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été fait en groupe d'artistes comme ça, de manière artisanale? Est-ce qu'il y avait une production derrière? Comment ça s'est lancé? C'est un court-métrage qui a été fait, il faut le savoir, dans le jardin de nos parents, en fait. Hein. Tous les trucs en bois, c'est ni plus ni moins que le jardin de nos parents, qui était à côté des agriculteurs. Voilà, donc tout a été fait sur place, avec une prod parisienne qui était des gens qui viennent de l'animation, qui était une toute petite prod. Ils sont tous venus habiter chez mes parents pendant 15 jours, et on l'a fait image par image. Comme ça, on a vraiment fait c'est vraiment un film bricolé avec vraiment très peu d'argent. C'est-à-dire que la bande son a coûté 2 fois plus cher que le film. Et ça a été fait comme ça. C'est vraiment une collaboration d'abord artistique, fait de photos, d'images. On a inventé l'univers petit à petit. Ça a mis du temps. J'avais beaucoup d'amis des Beaux-Arts qui venaient faire les décors l'été avec moi. On a fabriqué, vous verrez s'il y a le film, il y a un grand château qu'on a fabriqué dans le fond du jardin. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe d'amis, comme beaucoup de courts-métrages se font en fait, voilà, à l'origine. Et quel a été le retentissement du film? Parce qu'il a été primé au Festival international de Paris, hein, du film fantastique de Paris. Et quelles a été les retombées pour vous? Nous, ça a une carrière un petit peu, parce que le film est quand même un peu spécial, comme on peut voir, surtout qu'on s'est un peu vieilli pour le plus jeune public. C'est un film un peu étrange qui, à l'époque, ça se faisait absolument pas du tout. Du coup, ça a bien marché, moins à Paris. Oui, à Paris, ça a bien marché. C'est vrai qu'à l'international, on était à New York, ça a été primé un peu, on a fait un grand tour. Comme ça, pour un premier court-métrage, on était assez contents, c'est la première fois qu'on voyageait même. Et du coup, après le film, on s'est fait découvrir par d'autres prods, en fait. C'est là qu'a commencé une autre partie de ma carrière, donc, de publicité, où ils ont découvert le savoir-faire de l'animation, ça leur plaisait. En fait, donc ça vous a exposé, si je résume, et ça vous a fait découvrir. Et derrière, un autre milieu, donc le milieu de la publicité, vous a accueilli d'une certaine manière. Vous avez travaillé sur des spots quand même de grande ampleur, avec des effets spéciaux de pointe pour l'époque, etc. Comment on passe de ces deux univers-là? En fait, c'est souvent, il y a les mêmes. Je parle pour les étudiants qui sont là, mais enfin, c'est pour les mêmes. On commence toujours par l'imaginaire. Enfin, que ça soit en publicité, en cinéma, même maintenant, ceux qui cartonnent en pub. Moi, j'en fais encore de la pub, donc je vois ce qui se passe en publicité, qui sont des jeunes. Je sais pas si vous connaissez les Megaforce, qui ont fait beaucoup de pubs en ce moment,
ils viennent pareil. Moi, je les ai connus quand ils étaient plus jeunes, quand nous, on était déjà plus haut. Ils avaient commencé vraiment, c'était du bricolage, en fait. C'était du bricolage chez eux. Ça commence souvent un peu de la même chose. C'est vraiment par une passion de faire, avant tout. C'est pas au-delà de l'apprendre, c'est de faire les choses, en fait. Je pense que c'est cette passion de faire qui fait que les gens viennent te voir aussi. Viennent te voir. Et après, il y a l'univers qui est à l'intérieur. Après, il faut tomber sur un producteur ou des gens qui arrivent à voir aussi à travers l'univers. Parce qu'évidemment, ce qui est un peu plus compliqué en ce moment, c'est que les gens, ils veulent tout de suite voir, c'est-à-dire qu'ils veulent voir un court-métrage et pour voir ce qu'ils peuvent en faire en publicité ou en autre chose. Là, il y avait des gens un peu plus visionnaires, c'est qu'ils arrivaient à déceler à l'intérieur de l'univers un talent. Et puis, on va pouvoir en faire ça, on va pouvoir faire quelque chose. Ce qui est encore le cas, hein, je rassure tout le monde, mais c'est vraiment, ça met du temps, mais après, je peux pas dire le mécanisme exact, parce que je pense que chacun a sa propre mécanique. Nous, on a été aidés à l'époque, on a eu des parrains. Il y a eu Yann Kounen, qui était quelqu'un qui a fait des longs métrages et par la suite, qui avait tombé sur notre court métrage, qui aimait beaucoup, donc qui nous avait aidé un petit peu aussi. C'est un milieu, en fait, il y a c'est le milieu de l'animation, hein, c'est vraiment le milieu de l'animation, parce que lui aussi s'intéresse à l'animation, et c'est souvent un parrain qui t'aide. J'ai un parrain, c'est lui, il était un peu plus âgé, il était plus en avant que nous, et il nous a fait monter des marches, en fait. Si on liste très rapidement, parce que vous avez fait énormément de spots de pub, mais vous avez fait une pub avec Marie-Josée Pérec pour une marque de chaussures qui a été un phénomène, enfin c'était très très important à l'époque. Vous avez fait une campagne de pub également pour une marque de soda version rouge, donc version film d'horreur, qui était tellement connue que même dans les cours d'école, le slogan final était rejoué à tous les âges. Et puis peut-être, on voit sur ce board la publicité pour une marque de chewing-gum avec une statue de la liberté qui se déshabille et qui plonge dans la baie de Manhattan. Cette publicité, enfin, c'est peut-être la publicité de cette décennie quand même. Je crois que vous avez été quand même fortement, comment dire, primé pour cette pub. Oui, bah ça c'est la publicité qui nous a fait un peu commencer, qui nous a lancé en fait. Hein. On avait fait moi j'étais assez jeune en fait, même parce que j'ai commencé à la sortie des Beaux-Arts. En fait, je suis parti directement des Beaux-Arts à faire des pubs de 3 ans après, donc j'avais à peine 26 ans, 25 ans, 26 ans. Mais c'est un peu la pub qui nous a lancé. Donc c'est pas enfin sans doute un peu de chance, hein, parce que ça fait les milieux de la publicité, il faut trouver les bons concepts, l'animation. Après on se retrouve avec un budget nous énorme à gérer, alors qu'on n'était pas du tout habitués. En fait, les trucages, que ça soit après les trucages, par exemple, que ça soit de la 3D ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que la 3D, ça s'apprend. C'est comme de l'animation. Enfin, moi qui venais des Beaux-Arts, j'aime beaucoup évidemment la post-production, mais la 3D, ça ressemble beaucoup à l'animation. C'est le même sujet. On retrouve les clés d'animation, on retrouve la lumière, C'est des choses que déjà, quand on a travaillé plastiquement sur l'animation, l'image par image, le stop motion, l'affiliation est assez rapide en fait. Donc ça, on arrive assez rapidement à s'y retrouver. Et à maîtriser en fait le sujet. Mais c'est vrai que pour l'époque, enfin, je revois les images aussi, c'était parce que la 3D marchait pas comme maintenant, c'est qu'on mettait une semaine à calculer les quelques images. On a mis longtemps, hein, c'est 4 mois, 5 mois pour faire une publicité, là, ce qui n'est plus le cas maintenant en fait. Et surtout un tournage à New York, nous on était tout jeunes, dans les rues de New York, assez dingue. Ouais. On va aller à la prochaine marche de ta carrière. Donc là, c'est l'entrée dans le cinéma avec ton premier long métrage, donc co-réalisé aussi avec Didier, avec ton frère, qui s'appelle Atomic Circus, le retour de James Bataille. Donc c'est une comédie fantastique de SF. Je pense qu'on peut, en termes de genre, on peut déjà réunir ces 3 éléments-là. Je vais essayer de résumer l'histoire. Alors déjà, ce que l'on peut voir, c'est le casting de haut vol. On a Vanessa Paradis, on a Benoît Poelvoorde, on a Jason Flemyng, cet acteur anglais qui est au casting, et Jean-Pierre Mariel qui remplace au pied levé Jean-Yann, qui est décédé juste avant le début du tournage. C'est vraiment un univers de bande dessinée, donc c'est dans une toute petite ville où Vanessa Paradis joue le rôle de Conchia, qui est une chanteuse assez populaire dans ce petit village, et elle va devoir faire face à 2 invasions. Donc l'invasion de l'industrie musicale par le biais de Benoît Poelvoorde qui joue le rôle d'un impresario absolument infernal, et une invasion de poulpes extraterrestres qui viennent d'on ne sait où. Comment c'est possible qu'un film comme ça existe en France? Donc est-ce que ça a été une opportunité facile? Donc un indice, la réponse est non. Comment vous avez réussi à monter un film pareil? La pub, ça cartonnait en pub. Donc, on s'est dit, on avait envie de faire nos premiers longs métrages. On avait plusieurs projets en cours, des plus sérieux, des plus drôles.
Et c'est celui qui est arrivé sur le haut du panier, où c'est une comédie horrifique, assez drôle. À la même époque, il y avait presque Men in Black, tout comme ça. Donc ça leur parlait. C'est que les producteurs français, c'est improbable, mais ça parlait. Mais à l'origine, c'était un film à petit budget. En fait, nous, on venait vraiment du petit budget de films d'horreur, un peu indé. On était beaucoup plus intéressés par ce genre de film. Et le fait est qu'on connaissait Poulvord, qui travaillait avec notre prod. Donc c'est Benoît, qui était un ami et qu'on connaissait en fait dans le milieu, parce qu'il traînait au milieu des mêmes personnes avec nous. S'était intéressé au projet, on lui avait proposé un rôle, il dit oh d'accord, je vais le faire. Et une fois que Benoît avait dit oui, qui était très populaire à l'époque, d'un coup les chaînes ont commencé à s'y intéresser et à remettre un peu plus d'argent. Donc vous dites oui, mais c'est bien, mais il faudrait que du coup le Conchia soit une fille connue. Donc on a refait le tour. Et après il y a Vanessa qui est arrivée. Du coup, Vanessa, alors qu'elle ne faisait très peu de cinéma à l'époque, elle était à Los Angeles, a accepté et ça s'est envolé. En fait, le budget s'est envolé, tout s'est envolé. Donc, le film a pris une proportion énorme. Et d'un petit film indé, petit budget, on est passé à un énorme film avec une attente. Sauf que tout le monde s'emballait, parce que faut savoir que dans le cinéma, beaucoup de gens, c'est le casting, à l'époque, passait presque avant l'histoire. C'est-à-dire que le casting, drôle, tout, ils avaient même presque pas vu l'histoire. Donc on s'est retrouvé à faire le film, mais c'était la même histoire en fait que notre petit film indé, qui était un film débile, pratiquement série Z. Donc on s'est retrouvé avec cet objet atypique au final, avec des distributeurs qui ont découvert le film en disant mais c'est un film indé série Z avec des stars. Je dis, bah oui, c'est ce qu'on avait vendu, mais ils l'ont presque découvert par la suite. Donc en fait, je dirais qu'il y a ce film, on a réussi à le faire. Pas parce que des gens savaient exactement ce qu'ils faisaient, mais qu'ils étaient presque aveuglés par le casting. Ils nous ont laissé faire ce qu'on avait envie. Nous, on était très jeunes, donc je n'arrivais pas à voir, moi ni Didier, sur ce qu'allait nous retomber dessus, en fait. C'est-à-dire que d'avoir pris un film aussi, je disais débile, avec beaucoup d'amour. Hein. C'est des films que j'aimais beaucoup, de série B, que j'aime beaucoup. Mais on l'a fait avec un budget beaucoup trop gros. Donc ça nous est revenu dessus en disant, oh là là, c'est des gens de la publicité qui sont habitués à avoir des gros budgets, ils ont fait n'importe quoi. Mais à l'origine, nous, notre film, c'était un petit budget, en fait. Donc c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, pas par hasard, hein, mais il y a eu un contexte un peu étrange où les gens se sont emballés sur un sujet plutôt que de bien regarder ce qu'ils faisaient comme projet, en fait. Le film est bardé d'effets spéciaux, c'est-à-dire il y a des effets spéciaux physiques, il y a des effets spéciaux 3D aussi, ce qui à l'époque était pas si courant que ça, et particulièrement pour un film français, hein, il faut toujours le souligner. Comment vous avez travaillé cet aspect-là? Est-ce que c'était un film qui était extrêmement préparé, storyboardé, complexe à gérer, avec aussi un casting de haut niveau? C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de choses à mener de front, j'ai l'impression. C'était, je pourrais mentir en disant que c'était ultra préparé. C'était bien préparé parce qu'on faisait beaucoup de dessins, mais c'était un joyeux. Même il y a des interviews de Benoît qui disent c'est son film à peu près le plus bordélique. C'était un joyeux bordel. Hein, c'est très rock'n'roll. Mais non, c'était storyboardé pour tout ce qui était technique. On savait où on allait, parce qu'on avait fait beaucoup en pub, donc on avait fait les storyboards de toutes les scènes. Pour le reste, c'était un tout petit peu plus. On s'était laissé un petit peu aller aussi. C'était un petit peu plus improvisé par moment en fait. Mais il y avait un esprit très rock'n'roll aussi à l'intérieur qu'on voulait garder. Ça a été préparé évidemment en amont, tout ce qui était trucage, mais ça, l'expérience qu'on avait de la publicité nous a beaucoup aidé aussi. Hein. C'est-à-dire que la publicité, ça aide aussi, pour le coup. Moi, ça m'avait aidé à me sentir très à l'aise avec les effets spéciaux. C'est quelque chose que je connais très bien. Donc, c'était pas vraiment un problème. On était avec des gens avec qui on travaillait beaucoup, qui étaient Buff Company à l'époque, qui a fait beaucoup d'autres films, que j'avais rencontrés en publicité. Donc, c'est des gens avec qui déjà je travaillais beaucoup quand on a commencé à faire le film. Je continue à travailler là, même dans les prochaines séries, la nouvelle, sur les mêmes personnes en fait. Et donc, si je résume, vraiment, le passage à la pub, ça a été aussi quelque part un marqueur, un entraînement total, en fait, pour arriver au monde de la fiction. Donc, est-ce que ça veut dire que ces univers sont pas si différents que ça? Ils sont très alors c'est très dur en France, ce que j'ai appris par la suite, c'est très dur de passer de la publicité au cinéma, parce qu'on est toujours étiqueté publicité, c'est-à-dire on est étiqueté à des gens qui font que de l'esthétisme, qui savent pas raconter une histoire, qui ont beaucoup d'argent, qui sont bourgeois, mais qui savent rien faire un film. Alors que nous on venait vraiment du court-métrage en fait, hein, mais tu mets du temps. Ça c'est quelque chose qu'on met du temps, donc notamment que le film avait été critiqué parce que le scénario était ce qu'il était, mais c'était une série B qu'on assumait telle quelle. Donc il y a peu de gens qui arrivent à passer de la pub en France, peu de gens à faire de la pub au cinéma, c'est assez compliqué. C'est pas du tout la même chose aux États-Unis ou dans d'autres, en Angleterre, en Espagne, où c'est beaucoup plus perméable. Il y a des grands réalisateurs américains, David Fincher, tout comme ça, c'est vraiment des mecs de la publicité en fait en France, on vient beaucoup plus du cinéma. C'est vrai que c'est mieux de commencer par des courts-métrages,
continuer, que ce soit des différentes écoles, j'en ai voilà, de la FEMIS en passant par d'autres, et c'est très bien, c'est-à-dire que ça accouche de très bons films. C'est-à-dire que de passer par la publicité et de revenir après au long métrage, c'est un peu long, c'est un peu dur, parce qu'on est étiqueté, qu'on n'a pas confiance, que même les techniciens qui travaillent en publicité, notamment les chefs opérateurs, ont le même problème. C'est-à-dire qu'alors qu'il y en a des très 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 bons, on leur dit toujours ah non, c'est de la publicité, c'est pas pareil que le cinéma. Alors que pour moi, c'est la même. Enfin, voilà, on fait des images, on crée en pub, on crée des petites histoires. L'inverse, par exemple, se passe très bien. Beaucoup de gens de long métrage font des pubs. Il n'y a pas de problème, ça se voit pas la différence, mais eux, ça repose aucun problème. C'est l'inverse qui est toujours plus compliqué en fait. J'ai l'impression, en t'entendant, qu'il y a comme en France une suspicion d'esthétisme. C'est-à-dire que si on fait des images ou du visuel, et ça peut être douteux par rapport à sa capacité à raconter tout simplement une histoire. Si je résume, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que je dirais pas que c'est dur de dire en France que je suis français, puis je continue. Je te dirai après, j'étais aux États-Unis, puis je suis très content de revenir en France, honnêtement. Mais c'est vrai que au-delà de l'esthétisme, c'est se tabler sur le visuel. C'est que des gens qui travaillent beaucoup sur le visuel, sur l'art visuel, en fait, même de l'abstraction, des univers qu'on appelle plus BD ou quoi que ce soit, c'est très difficile de le faire accepter en France. Parce qu'on est dans une culture qui est basée plus sur, pas plus littéraire, hein, mais plus réalisme. Mais même le public a du mal, parce que moi, je me fraude au public maintenant, même avec mes différentes séries, tout ça. Ça marche toujours moins bien. On dit qu'il y a du fantastique que quand il n'y en a pas, en fait. Parce que on n'est pas un public français sur lesquels ça marche énormément. Ça marche bien en Angleterre, en Espagne, ils font des grands films fantastiques, parce que c'est dans leur culture, en fait. On va revenir à Atomic Circus pour parler de la réception du film. Donc le film sort, c'est un ovni au sens propre. Comment il a été perçu? Bon, tu nous as donné des indices. Quand les distributeurs l'ont découvert, ils n'étaient pas forcément préparés au résultat. Donc comment ça s'est passé pour vous? Ça a été un petit peu dur à la sortie. Et c'est par la suite, en fait. C'est vraiment un film qui s'est nourri par la suite, qui m'a beaucoup plus aidé, mais un an après, où là, ça s'est revenu beaucoup plus facilement, comme beaucoup de films. Ça remarche en DVD, ça a marché plutôt... il était extrêmement... enfin, même piraté un peu partout. D'ailleurs, maintenant, on peut le revoir plus facilement sur YouTube que sur autre chose. Donc, c'est vraiment le film, après, il a pris son envol, mais par un autre biais, en fait, pas par le biais classique. Donc moi, c'est pas un film qui m'a aidé à rentrer avec Didier ni moi dans le milieu du cinéma. Donc le milieu du cinéma nous a dit merci, au revoir, c'est pas pour vous. Donc j'ai dû repartir un peu, refaire de la pub avant de revenir au cinéma. Vous êtes resté proche de Vanessa Paradis puisque vous avez réalisé le documentaire de son concert. Hein, c'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et ça a été quelque chose de porteur puisque ça a débouché quand même sur une reconnaissance. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez travaillé ce documentaire? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était un accident, une opportunité? Et puis, ce que ça a provoqué chez vous derrière? Nous, c'était vraiment c'était vraiment une opportunité. C'est vraiment par amitié au début par Vanessa qui devait faire on lui avait demandé de faire un film sur sa tournée. Elle n'avait pas du tout envie de se faire filmer la tournée, donc elle avait dit, elle avait demandé, est-ce que vous avez une idée? Je voyais un peu les captations, à quoi ça ressemblait, mais on s'était pas penché vraiment dessus avec Didier. Donc on l'a vraiment fait assez simplement, mais d'un point de vue plus cinéma. En fait, on s'est vraiment amusé à le faire du cinéma. On a fait des interviews, à s'amuser en fait, avec eux. C'était avec Vanessa, Mathieu Chédid, il y avait c'était sur sa tournée. Mais ça a été une opportunité qu'on a pris vraiment, que c'était quelque chose d'à part. Moi, j'ai beaucoup appris par rapport presque au côté documentaire, où je m'étais pas beaucoup penché sur la question. C'est-à-dire que là, on n'était pas maître des images, qu'on devait juste simplement filmer les images et être là à un moment où ça se passait. En fait, parce qu'il y avait des petits, voilà, c'est des petits moments de vie. Même si on pouvait pas tout filmer, parce qu'à l'époque, il y avait même Vanessa et sa vie étant privée. Même si de notre côté, à l'époque, c'était avec Johnny Depp et il était cadreur pour nous. Donc ça, c'était la petite histoire. J'avais Johnny Depp comme cadreur, qui adorait faire le 16 mm. Donc il l'a filmé avec nous en fait pendant un mois. C'était le côté très agréable de l'expérience. Et l'autre côté agréable de l'expérience, c'est que vous avez été primé aux Victoires de la musique en 2009. Oui, parce que film. c'était toujours agréable de recevoir des prix. Mais c'était pas, enfin, nous, on a vraiment fait ça, parce que c'était j'ai pas fait par-dessus la jambe, on l'a fait vraiment très, très bien, mais c'était vraiment, voilà, on n'avait pas d'attente plus que ça. C'était un parcours entre la publicité. On aime bien faire plusieurs choses différentes avec Didier. Donc, c'était vraiment une façon de rencontrer les gens. Et moi, j'ai vraiment plus appris sur le côté documentaire, ce que je dis ce qui m'a servi par la suite, en fait.
de capter les choses, de monter aussi différemment les films, sans être trop dans le contrôle des images, mais c'est de capter ce qui se passe un peu sur un plateau. Alors là, on va arriver dans les années 2010. Oui, on progresse assez vite. Et c'est à ce moment-là où vous séparez votre binôme avec ton frère Didier. Alors, vous continuez de travailler ensemble, mais en tout cas, vous ne co-réalisez plus. Donc, comment ça s'est passé? C'est deux envies différentes? Bah, c'était nous déjà parce qu'on c'est un binôme, mais on est frères, donc c'est assez à la fois différent et plus facile. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas de questions, comme il y a beaucoup de binômes dans le cinéma, mais c'est assez compliqué parce qu'au moment il y a les égos qui travaillent, on travaille chacun de notre côté. Donc pour ceux qui travaillent ensemble, au début c'est simple, puis après c'est toujours un peu plus compliqué, que ça soit alors dans les réussites, les échecs, chacun les assume un peu différemment. Nous on était frères, donc de toute façon on avait notre mère au milieu. Si on gueulait, on était ramenés à la maison. C'est venu vraiment un moment parce qu'on avait beaucoup passé de temps ensemble à toujours faire tout ensemble. Voilà, on avait besoin un petit peu d'air, on avait des idées un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'on avait ce que j'ai fait par la suite était un petit peu différent de ce que j'ai fait au départ avec Didier. C'était des envies que Didier partageait pas ou vice versa. Je dirais que plus sur le cinéma en fait. Donc on a partagé un petit peu nos voix. Voilà, Didier avait envie aussi de revenir. Il faisait beaucoup d'art, de sculpture, de peinture, de cinéma. Enfin voilà, il y a un truc beaucoup plus artistique. Là où j'allais plus dans un cinéma, je dirais plus traditionnel. Donc nos chemins se sont un peu séparés. On te retrouve au cinéma en 2014 avec un film qui est à nouveau une comédie, mais une comédie de genre qui s'appelle Goal of the Dead. Alors c'est un film qui est assez particulier parce que on est quelque part un peu dans l'univers d'Atomic Circus, dans on va dire la philosophie, parce que on est sur du cinéma de genre. Donc là on est dans le film de zombies qui est traité aussi de manière très décalée, donc de manière drôle. Décalé dans le sens où c'est un petit peu comme Shaun of the Dead, on ramène un petit peu l'imaginaire américain qui est très codifié dans l'univers français. Donc là, c'est une équipe de foot, je synthétise, c'est une équipe de foot qui va se faire envahir par des zombies. Et là où le film est quand même très étonnant, et reste une expérience aussi, c'est qu'il est scindé en deux parties, en deux mi-temps. Donc la première mi-temps est réalisée par Benjamin Rocher, la deuxième mi-temps donc, est réalisée par Tes Soins. Donc comment tu as été intégré dans ce film et quelle était, on va dire, l'idée derrière cette expérience en deux temps? Bah, en fait, c'est une expérience. Moi, je suis arrivé par la suite. En fait, c'est une expérience qui était initiée par le producteur, donc le frère qui s'appelle Raphaël Rocher, qui est le frère de Benjamin, qui est devenu après mon producteur avec qui j'ai travaillé par la suite. Lui, c'est des vrais fans, que ce soit qu'on appelle les frères Rocher. Hein. Moi, c'est les frères Poirot, c'est les frères Rocher. Très fans de cinéma de genre. Donc, ils avaient monté une production. Et eux, ils étaient depuis quelques années à faire des films de genre, et ils avaient envie de reprendre comme le Greenhouse, ça fait des films comme ça, des programmes un peu particuliers, vraiment sans prétention, qu'on allait passer. Soit ça allait sortir au cinéma l'été, soit directement en DVD. C'était vraiment le but avoué en fait. Moi qui venais vraiment de ce cinéma, que j'aimais beaucoup le cinéma VHS, j'aime aussi les grands films d'auteur, mais j'aime aussi les films de série Z et B, parce que j'y trouve l'artisanat, l'art, le début du cinéma en fait qui m'intéresse aussi beaucoup et je trouve ça assez touchant. Donc c'était vraiment venu avec cette idée. Moi je me dis banco. C'était pas simple parce que c'était réaliser un film en deux parties. Je ne contrôlais ni la première, donc j'ai attaqué la deuxième. Mais je l'ai fait vraiment comme c'était au début comme une commande, puis après on s'est beaucoup attaché au projet, on s'est beaucoup amusé. Moi je l'ai fait vraiment parce que ça relançait un peu les choses aussi, parce que j'avais du mal à revenir dans le cinéma, parce qu'on avait du mal à faire confiance. Après, il faut savoir qu'après Atomic Circus, on avait vraiment étiqueté comme étant des fous du cinéma, c'est-à-dire incontrôlable, le film Barjo. Voilà, c'est à ne pas approcher, à ne pas donner un scénario, surtout pas, parce qu'autrement ça va exploser. Du coup, il fallait vraiment que j'arrive gentiment à dire non, mais j'arrive à faire du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un film qui commence à un point A, qui va à un point B, fait en temps de jour, contrôlable. Donc, j'allais aussi dans cette idée-là, en fait. Et après, ça a bien redémarré. On s'est beaucoup amusé. Donc après, c'était un programme fait pour Canal+, en fait, du binôme qui est sorti un peu en salle, mais c'est un programme un peu atypique, en fait. Mais j'aime bien, en fait. C'est des problèmes, encore une fois, presque un ovni, en fait. Oui, parce que tu enchaînes tout de suite en 2015, si je ne dis pas de bêtises, avec un autre film, un autre long métrage qui s'appelle Alone. Alors c'est la traduction française de Don't Grow Up. Ouais. Donc on voit l'affiche. C'est un film qui effectivement est assez différent par rapport à ce que tu as fait jusqu'à présent, parce que déjà ce n'est pas une comédie. On est toujours dans du cinéma fantastique.
Alors, Don't Grow Up, en quelques mots, ça raconte le monde dévasté par une contamination qui transforme les gens en infectés. Donc, c'est vrai qu'on retrouve des codes qu'on a déjà vus, un imaginaire qui est déjà existant, sauf que la manière dont c'est traité est très particulière parce qu'on est sur un casting d'adolescents et le film est exclusivement vu à leur niveau. On n'est pas dans quelque chose qui détourne les choses. Au contraire, c'est vraiment, on voit ça par leur côté. C'est vraiment par la petite histoire, par leur regard. Et c'est un film qui est très sensible et qui est quasiment intimiste. Comment tu es arrivé dans un changement de ton aussi différent? C'est un film avant tout poétique. Le film de genre, enfin, si je raconte l'histoire, c'est que, bon, les infectés, peu importe, on a déjà vu beaucoup. C'est juste la particularité, c'est que ça ne touche que les adultes. Donc, en fait, ça ne parle juste, c'était une façon, c'était mon Peter Pan, en fait, c'est à quel moment tu passes de l'enfance à l'âge adulte, se poser la question, c'est quoi, ça veut dire quoi d'être adulte? Est-ce que tu es un adulte à 18 ans, 20 ans, 30 ans, ou tu peux être plus jeune ou plus vieux? Donc, après, on a réfléchi là-dessus avec ma co-scénariste, et c'est vraiment un film sur l'adolescence, qui est un sujet qui me passionne aussi. Donc j'ai d'autres projets en cours sur le même sujet. Et c'était plus un film, c'est un film poétique. En fait, c'est une histoire d'amour entre deux adolescents, un qui est en passe de devenir adulte, de ceux qui se posent des questions. Donc c'était vraiment cette idée-là, et de travailler aussi avec des jeunes comédiens. J'avais envie depuis très longtemps. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais c'était dur à vendre. C'est comme tout bon projet, hein. Souvent, il faut faire ses preuves au départ, puis après on arrive à le vendre. C'est un projet que j'avais depuis longtemps. Après, j'ai fait avec un petit budget. Du coup, j'ai dû couper quelques pans de l'histoire. Ça, c'est un petit peu mes regrets. Mais le casting, j'en étais très content. Et ce qu'on en a fait, j'étais assez fier, en fait, de... Voilà, c'est vraiment des petits budgets. C'est on permet de faire des films. C'est aux alentours de 2,5 millions, 2 millions, faits aux Canaries. Donc, c'est vraiment des films qu'on vous propose, une coproduction espagnole-française, tournée avec des Anglais. C'est vraiment les films qu'on faut se battre. Hein. Faut se battre pour les faire. C'est tourné en à peine un mois et demi, alors qu'il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'effets. Voilà. Et le film, une fois terminé, est-ce qu'il a été suffisamment diffusé? Est-ce que ça a eu des échos positifs pour toi? Oui, après, c'est les films qu'on appelle, c'est vraiment les films, c'est des petits budgets sortis. Donc, il est sorti en Angleterre. En France, il est sorti en VOD directement. Il est sorti aux États-Unis, en Angleterre. Donc, ça m'a amené d'autres choses, d'autres petits projets. Mais c'est vraiment les petits films qu'il faut se battre pour voir. Voilà, c'est vraiment les films d'auteurs, les films d'auteurs fantastiques. À 2 millions, on en fait beaucoup en France. Hein. Il y en a quelques-uns qui sortent, notamment, mais qu'on voit peu, en fait, parce que la salle maintenant, c'est quand même compliqué. On avance là vraiment dans le moment de ta carrière qui nous amène quasiment au début des années 2020. On est en 2019. Là, on progresse à nouveau parce que là, on te retrouve après Alone au générique d'une série cette fois. Donc c'est encore autre chose, c'est la fiction, c'est toujours l'imaginaire, mais dans un autre contexte. Donc tu as réalisé donc Zone Blanche, cette série du service public qui a été diffusée sur France 2, qui est quand même une série qui est très 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 étonnante, hein, parce que on est dans un univers qui est quasiment mystique. Comment tu es arrivé à la série télé après ces expériences de cinéma? Quand j'ai fait ça, c'est vraiment la bascule entre pas la fin du cinéma. Le cinéma est encore bien là et pour longtemps. Mais la série télé, c'était pas juste une série qu'on regardait à la télé. Il y avait vraiment des ambitions de cinéma qui arrivaient. Donc, les nouvelles séries qui arrivaient des États-Unis, d'Angleterre, HBO, de partout. Donc, le cinéma, il commence à piocher dans le monde du cinéma et d'une envie de faire des séries qu'ils appellent très cinéma. Maintenant, ça veut plus rien dire parce qu'il y a des séries télé qui sont plus cinématographiques et des films qui ressemblent à des séries. Mais c'était vraiment le début de l'époque. Donc moi, on est venu me chercher après Don't Grow Up, en fait. C'est vraiment Don't Grow Up que j'ai projeté dans des festivals. C'est le producteur qui a vu Don't Grow Up et qui a vu dans ce film un peu cette sensibilité un peu étrange quelque chose qui lui a parlé, qui m'a proposé du coup de travailler sur l'adaptation de Zone Blanche. Moi, je ne voulais pas trop y aller au début parce que je me dis voilà, c'est pour une série France 2, c'était pas du tout ce que je regardais. Je me retrouvais je me voyais déjà finir ma carrière à faire je ne dirais pas d'autres noms, mais d'autres séries que je n'ai pas envie de faire. Donc j'y étais vraiment d'accord, mais moi je fais du cinéma, j'ai envie de m'amuser, c'est du fantastique. On m'a dit oui, tu peux y aller. Donc on a proposé, j'avoue qu'il nous c'est une certaine liberté. J'ai découvert aussi mon producteur, à qui je suis très ami, qui m'a poussé, qui a dit allez, on y va. On a proposé, ça a plutôt très bien marché. Ils ont fait une saison 2, c'est sur Netflix, ça a été racheté par Netflix. Donc c'est une série, je dirais, qui était une commande, parce que ça reste quand même quelque chose que j'ai pas initié, j'ai pas écrit, qui est assez agréable, quand on vient du long métrage, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la série et du long métrage aussi. Il y a un petit problème de budget, parce qu'il faut aller vite et par rapport au long, mais
mais le fait de pouvoir développer des personnages, de rencontrer des gens, d'avoir une famille, ça c'est plus que du théâtre, en fait, d'une famille les auteurs, les producteurs, toutes les équipes, on voyage vraiment ensemble, en fait. Ça, c'est très agréable. Quand je t'entends, il y a quelque chose qui me marque, c'est-à-dire que dans le domaine du cinéma, j'ai l'impression qu'il faut lutter pour imposer des films liés à l'imaginaire ou du genre, etc. Et là, en série, on vient de chercher, on désire quelque part ces univers-là, on les laisse se déployer. C'est quand même très étonnant que France Télévisions laisse un tel univers sur son antenne. Est-ce que ça veut dire que la série télé est beaucoup plus ouverte, en fait, quelque part? En fait, ça s'explique assez simplement. C'est que le cinéma, il faut faire le plus grand chiffre, le plus populaire. Donc, on fait un film, il faut qu'il attire le plus de gens possible. Donc, en fait, c'est très dur. Le fantastique étant quelque chose en France qui est pas très bien, qui ne marche jamais, en fait, très peu. Là où en ce que j'appelle série ou plateforme, c'est exactement le contraire. C'est qu'il leur faut des niches. C'est-à-dire que une plateforme marche surtout s'il y a il y a un secteur, une série qui fait fantastique, une série qui fait amour, une série qui fait comédie. Eux, c'est séparé. Et comme les gens viennent binge-watcher ou ils viennent regarder la série et ils viennent regarder la plateforme, ils ont tout intérêt à faire des marqueurs très précis. Ils veulent du fantastique soit très fantastique, de la comédie soit très comédie. Donc après, on retrouve le même problème de mélange de genres, mais par contre, eux, ils n'ont pas peur parce que ça fait partie exactement je dis une plateforme, que ce soit, quand je parle de plateforme, que ce soit France 2, Netflix, HBO, Canal+, pour moi, ils marchent à peu près tous pareil. C'est qu'ils ont vraiment envie d'avoir des secteurs très précis et des marqueurs très précis pour un public qui peut aller de l'un à l'autre. Si je prends une famille, bah, y a l'ado qui aime que les films d'horreur, la mère qui veut regarder des films d'amour. Donc ils ont intérêt à garder simplement, c'est très technique, hein, d'avoir un abonnement avec une famille. Et c'est plus facile, sachant que chacun regarde son écran. Donc en fait, chacun peut regarder ce qu'il a envie. Là où au cinéma, on va tous, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est tous réunis autour du même écran. Et les niches n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'un film de genre américain, de toute façon, il va se vendre en DVD dans le monde entier. Un film français, bah, il a peu de chances de se vendre dans le monde entier. Donc, faut que ça marche vraiment en France. Si ça marche pas en France, c'est pour ça que moi, j'avais fait tout de suite en anglais. Donc, ça m'a permis de international. Mais ça marche pas en France et en langue française, ça marchera nulle part. Alors qu'un film américain, un film anglais, de par la langue, de par la culture, bah, on le retrouve en DVD partout, il est vendu partout. Donc, économiquement, les gens se sortent mieux, en fait. Le prochain projet sur lequel tu travailles, c'est à nouveau une série qui s'appelle Infinity. Donc Infinity, ça mélange deux genres. Ça mélange le thriller et le film de science-fiction, parce qu'on part donc d'un crime au Kazakhstan et on va essayer donc d'enquêter, ce qui va nous emmener dans l'ISS et jusque dans l'espace. Tu as parlé beaucoup de qu'on t'appelle sous forme de commande, etc. Mais là, Infinity, c'est pas la même chose. C'est vraiment un projet sur lequel tu étais. Enfin, ça n'a pas la même place pour toi. Non, parce que c'est un projet que j'ai initié avec enfin initié. C'est les scénaristes qui sont arrivés, c'est les scénaristes avec qui je travaillais, qui n'avaient rien à voir. Il n'y a pas de production à l'époque, il n'y avait rien du tout. C'est des scénaristes que j'ai rencontrés via mon agent, on est de la même agence. C'est un projet qu'ils avaient, qui se passait même pas en Kazakhstan, qui se passait en Guyane, et qui est un projet qui dormait. C'est vraiment il y avait les prémices en fait du projet. Moi j'ai adoré. On s'est dit bah, c'est infaisable, c'est trop compliqué. Moi c'était vraiment le projet que j'avais envie de faire, du projet que j'avais envie de faire. Ça parlait, bah, c'est à la fois sérieux. Je suis très du polar. J'aimais beaucoup Interstellar. J'aimais beaucoup du polar, les films un peu complexes. J'aimais beaucoup le polar et la science-fiction, qui sont vraiment les trucs que je préfère. Mais j'avais passé beaucoup de temps à faire des comédies, à faire des films d'horreur, que je renie pas du tout, hein, que j'adore. Et là, c'est vraiment quelque chose de laquelle j'avais envie de travailler, en fait. Donc, je l'ai porté un peu longtemps, on l'a réécrit entièrement. C'était à l'origine, ça devait être un film infaisable en France. Et on a fini par faire une mini-série voilà, qu'on a vendu à Canal+. Ah, ça met du temps, hein, parce qu'il y avait des projets anglais. Il y avait un projet anglais qui était similaire à l'époque. On s'est battu, c'était le premier qui allait arriver. Finalement, on a réécrit le deuxième épisode et on a réussi à, voilà, à faire à le faire en fait, parce que c'est toujours même si on est un peu plus connu, tout ça, c'est toujours un combat hein, jusqu'au bout, tout le temps. Et du coup, celui-là, on a réussi à le vendre. Donc j'en suis fier parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Voilà, c'est un projet que j'ai porté jusqu'au bout. On a été le faire en Ukraine et au Kazakhstan. J'avais envie de faire en langue kazakh, avec des acteurs kazakhs, mélangés avec des Français, mélangés avec des Anglais. C'est un peu la voie sur laquelle je travaille en ce moment. C'est vraiment la suite d'Infinity. Qui a marché plutôt bien à Canal+, qui marche bien à l'international. Encore une fois, plus à l'international qu'en France. Ça a bien marché en France, mais les gens trouvaient ça un petit peu complexe, ou le public, ce que je peux comprendre, hein, il y avait
à la fin il manque un épisode en fait qu'on a dû couper. Voilà, il y a un épisode qui explique un peu les choses qui a disparu. Et du coup, ça marche beaucoup plus à l'international. Voilà, on va au Emmy Award le mois prochain. Voilà, c'est quelque chose qui, je sais que c'était beaucoup plus payant moi à l'international qu'en France. Mais les Français, enfin, les Canal+, c'est très fier et très content. Mais Oui, parce que tu l'as dit rapidement, mais vous êtes nommé au Emmy Award quand même pour la série. Enfin, les Emmy Awards, c'est les Oscars de la télé aux États-Unis quand même. C'est juste, enfin, on peut pas imaginer mieux que ça. Non, non, c'est arrivé il y a 2-3 semaines. Donc je pars dans 10 jours. Je vous dirai ce qu'il en est. Oui, oui, non, c'était assez inattendu. C'est assez inattendu, mais même pour les diffuseurs, même pour Canal, assez inattendu parce que ça a bien marché, mais ça reste un petit peu. Ça a très bien marché sur Canal, mais ça reste des choses un peu étranges pour le public. Donc ils l'ont mis un peu dans le casier un peu étrange, et c'est beaucoup mieux vu en fait à l'étranger. Voilà, donc c'est un retour. Je suis assez content parce que c'est un retour. Après, ça me fait revenir en France évidemment, mais c'est toujours agréable. Infinity quand même mélange deux genres. C'est à la fois un thriller et c'est un film de science-fiction. En fait, c'était vraiment la base. Moi, je suis très fan de science-fiction. J'ai commencé par, par Star Wars et tout. J'y y arrivé longtemps après, mais après, et plein d'autres. Mais c'est pareil, la science-fiction en France, très dur. Enfin, impossible à, à gérer. À l'inverse, le polar, parce que parce que j'avais appris ça en faisant surtout Zone Blanche, qui est ni plus moins qu'un petit film policier. Enfin, petit film, ça reste des films policiers assez drôles. Ça marche très bien. C'est que les gens s'habituent à voir alors, les films policiers en France, ça marche toujours très bien. C'est un genre, on pourra le faire jusqu'à la fin de notre vie. Ça marche très bien. Après, je me dis, on va rentrer par le polar pour aller vers la science-fiction. C'est qu'au début, c'était beaucoup plus SF. C'est ça que j'ai apporté en fait avec les auteurs. Je dis, non, on va rentrer par le polar, un polar, soit au Kazakhstan, un peu. J'aime beaucoup les films hongkongais. Moi, je suis très polar aussi hongkongais. Donc, j'allais par ce biais, en fait, par le polar, on allait amener les gens tout doucement à arriver dans l'espace, à accepter la science-fiction. Mais je ne sais pas pourquoi on se voit pas. Alors qu'on était notamment pour l'espace, hein, c'est qu'on avait et encore Thomas Pesquet. J'ai contacté aussi beaucoup de gens qui avaient été pour ce film. C'était fort intéressant. Claudia Nuret, tous ces gens qui sont montés dans l'ISS, qui ont fait l'espace, ça reste européen et ça reste ancré en Europe en fait. C'est les tirs de combat de l'ISS en fait, ça tirait à l'époque de Baïkonour qui n'existe plus à cause de la guerre Ukraine et Russie. Mais ça reste un univers très européen en fait, mais qui a jamais été exploité. C'est quelque chose. Alors que nous, dans la conquête de l'espace, on a notre mot à dire. On a de grands cosmonautes qui sont montés, qui sont descendus. Et c'est vrai qu'on l'utilise peu. J'ai dit, on a dû se battre. Ça a intéressé les distributeurs. Hein. C'est un sujet qui reste européen, mais de science-fiction. Je dis, on peut quand même le faire sans aller singer un film américain, en fait, singer ou prendre leur culture, parce que ça restait notre culture, en fait, mais dur quand même à faire. On va parler de ta dernière production, qui d'ailleurs on te débauche parce que tu es en plein montage. Oui. Et donc merci de te libérer pour être avec nous. C'est-à-dire que là tu es aux commandes d'une nouvelle série pour Canal+, qui s'appelle Les Sentinelles. C'est tiré d'une bande dessinée qui a failli être adaptée il y a quelque temps déjà par Alexandre Aja, qui est un Français expatrié à Hollywood, avec un autre réalisateur français qui s'appelle Julien Mocrani. Donc voilà, pour X raisons, le projet ne s'est pas fait. Et donc là, il est développé en mini-série et donc tu le réalises. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet qui reste quand même assez secret? Il n'y a pas beaucoup d'informations pour le moment sur cette série. Pour cause, hein, ça ne sortira que en septembre 2024. Je suis en train de finir les 2-3 premiers épisodes en fait en ce moment. C'est une série qui a été redéveloppée en fait par un scénariste qui s'appelle Guillaume Lemans, qui a racheté les droits de la BD. Ils s'en ont un petit peu éloignés et ils l'ont vendu après en série pour Canal+. Canal+ cherche en ce moment à se développer. Ils veulent plus de la série, un peu d'aventure, un peu plus aventure, quand je dirais populaire dans le bon sens et le mauvais sens du terme. C'est un truc beaucoup plus accessible, ludique, voilà, une action un peu fantastique. Voilà ce qu'ils recherchaient, donc ils ont réussi à vendre ce projet. Là, c'est vraiment pour le coup, ça fait partie. C'est comme à l'époque quand j'ai fait Zone Blanche, c'est vraiment des commandes. Moi, entre mes deux projets, tant que je développe, c'est toujours très long. J'accepte de temps en temps de rentrer dans l'univers d'autres gens. Là, ils m'ont laissé. Je connaissais évidemment la BD. Là, ils m'ont laissé. J'ai beaucoup travaillé sur la direction artistique aussi, d'où je viens. Moi, ça m'intéressait aussi. Donc, ils m'ont laissé faire une adaptation artistique de toute la série, donc avec les budgets et la préparation qui étaient très bien.
Et c'est une série, ça sera assez éloigné de la BD, pour cause que la BD raconte beaucoup. La BD revient sur les grands moments de la guerre 14-18, les grandes batailles, revues et corrigées à travers ces personnages qui sont les Sentinelles, qui sont des personnages blindés, mais qui restent des humains. Nous, il y a un côté un peu, l'auteur a été beaucoup plus du côté fantastique. Ça se passe dans Paris aussi, ça se passe pas que sur les champs de bataille, pour des causes aussi purement économiques. En fait, il y a des choses qu'on ne pouvait pas tout montrer. Ça restera spectaculaire, mais à un niveau, on reste quand même enfin, c'est des budgets français, franco-français, donc en fait, on reste dans des budgets un peu plus limités. Mais on arrive à développer quand même. Ça se passe entre le Paris, les bas-fonds de Paris. Je peux pas tout vous dire, mais il y a un côté par rapport à la BD, il y a un aspect fantastique, gothique totalement assumé, avec des pouvoirs comme ça. Voilà, ça va assez loin dans la proposition. Après, j'espère que ça plaira ou on va voir. On sait jamais en fait, au début quand ça part comme ça. Et là, j'en suis en train de finir. On partage en fait, je partage la réalisation avec Édouard Salier, qui est un autre réalisateur qui a sorti son long métrage aussi, qui vient aussi du film du fantastique aussi. Voilà, on verra si ça marche. Très bien, merci Thierry. Merci. On va se tourner maintenant vers la salle. Vous proposez le micro si vous avez des questions à poser à notre invité. Tout le long de cette masterclass, vous avez évoqué le fait qu'il y a des difficultés en France à raconter certaines histoires, certains univers. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir, quoi? Mais il y a toujours de l'espoir. Tu vois, les séries, enfin, vous imaginez, vous avez beaucoup de plateformes, mais ça sort tous les jours. Donc en fait, pour intéresser les gens, il faut vraiment se creuser la tête. Mais ça, c'est le bon côté en fait. Je pense qu'ils croyaient que ça allait étouffer le cinéma, mais au contraire, ça donne obligé les gens de s'amuser beaucoup plus et de chercher et d'étonner surtout. Et de pas faire les choses qui on dit ça va marcher. Souvent, ce qui marche, d'ailleurs, ils sont toujours surpris. Tous les succès de Netflix ou les autres, on s'y attendait pas, ils s'y attendent jamais. Enfin, ça revient. Je vais vous donner un exemple de. Moi, je suis sur un thriller, polar super noir. On dit mais ça marche plus le polar noir. Là, il y a Netflix qui sort de Body. J'ai pas encore vu la série, hein, mais et ça fait 2 semaines que j'entends plus parler que de ça. Dans le milieu du cinéma, des gens me disent ah là là, mais vous avez pas des trailers un peu noirs, tout comme ça, parce que ça redémarre à chaque fois. On sait jamais en fait, donc faut jamais abandonner. Ça tourne, en fait, ça tourne. Le goût tourne et revient. Les séries, c'est pour ça les plateformes ont un côté sain pour le cinéma, c'est que ça remet un peu de vif, de peps. Voilà, c'est mon avis en fait. Vous avez évoqué une carrière aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et vous avez aussi dit que vous préférez travailler en France. Et pourquoi? Alors en fait, aux États-Unis, j'ai fait des années. Quand j'ai commencé la publicité avec mon frère, après ça a beaucoup mieux marché. En fait, j'ai été aux États-Unis, j'étais représenté en France et à Los Angeles, enfin à New York, en publicité. J'ai fait beaucoup de publicité là-bas, à Los Angeles et à New York notamment. Là, j'ai rencontré plein de gens très connus qui m'ont aidé. J'avais été à l'époque sur le plateau de David Fincher quand il faisait Panic Room. Tim Burton on est vraiment. C'est assez facile en fait quand on arrive à Los Angeles, quand on est jeune. Souvent, c'est Hollywood et le bon côté d'Hollywood, c'est qu'ils sont très friands des jeunes talents. Donc, alors quand on arrive, ils te prennent tout de suite à bras le corps. Donc, tu vois beaucoup de gens tout de suite. On a un agent, on te présente plein de gens. J'ai fait la pub, ça a très bien marché, j'en ai fait beaucoup là-bas. Après, c'est un long métrage. J'ai commencé à travailler sur un long métrage avec une scénariste qui s'appelait Caroline Thompson, qui était la scénariste de Tim Burton, qui a fait Mr. Jack, qui a fait Des Romains d'argent, qui avait écrit un film très étrange sur le Fricks. Je ne sais pas si vous connaissez le vieux film qui s'appelle Fricks, qui est une adaptation. En fait, c'était une biographie de Johnny Heck, sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an, qui était tourné. On a fait des essais avec James Franco, enfin l'acteur qu'on a vu dans. Voilà, mais c'était un film qui était très noir. Ça parlait vraiment des frics et des handicapés, qui était tourné en partie en noir et blanc, qui était un film fantastique. Mais ça m'a pris 1 an pour arriver en fait à pas grand chose. Souvent, comme ça arrive, en fait, c'est très dur de percer en fait. À Los Angeles, il faut vraiment soit y habiter à Jacques, qui vraiment s'installer, mais lui, il produit vraiment des choses comme il a toujours rêvé de faire des films d'horreur comme les Américains. Il le fait là-bas avec beaucoup d'amour, et là où moi j'aimais bien un peu transgressif, donc j'aimais bien faire des films un peu étranges. Là-bas, ça marchait pas très bien. Donc au bout d'1 an, enfin pour ceux qui verront, Hollywood est génial, hein, mais faut pas y passer trop de temps en fait. Ça se bouffe un peu. On a peu de liberté. En réalisateur, on reste quand même qu'un technicien, mais vraiment, on te met vraiment au milieu le côté auteurisme, raconter des histoires, tout le monde s'en fout. Ouais. C'est vraiment un technicien, point barre. Faire de la pub là-bas, c'est très drôle, hein, parce qu'on a accès évidemment à tout, Los Angeles, les gens, les
les techniciens qui ont travaillé sur tous les gros films. Donc ça, c'est toujours c'est comme un petit rêve d'enfant. Mais j'avoue que moi, j'ai atteint mon rêve d'enfant, puis je me suis dit, en fait, non. Je préférais l'Europe. Enfin, l'idéal, en fait, j'aime beaucoup, par contre, aux États-Unis, c'est évidemment, ils ont un... Bon, moi j'en rêvais, parce que je viens plutôt de ce cinéma-là, donc c'était plutôt avoir accès aux acteurs, aux décors. Donc moi, mon idéal, c'est des financements européens et d'un film tourné au Canada avec des Anglais. Enfin, ça serait le paradis. Mais dans le studio lui-même, Hollywood, et voilà, ça c'est pas. J'y étais un petit peu, beaucoup. C'était pas très agréable en fait. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que dans votre carrière, votre expérience en tant que réalisateur de pub est-ce que vous sentez que votre expérience en tant que réalisateur de pub vous a influencé un peu négativement dans votre carrière de réalisateur, comme par exemple pour Atomic Circus, où vous avez un peu subi les stigmates qu'on peut avoir sur les metteurs en scène de pub? Oui, j'ai pas de regret d'avoir fait, parce que c'est ma carrière et chacun fait son chemin. Mais c'est vrai enfin, moi je faisais de la pub enfin, quand je dis à haut niveau, j'ai fait beaucoup de pubs et j'en continue un petit peu. C'est pas les stigmates de faire de visuel, ça t'apprend. En fait, la pub, ça t'apprend pas vraiment. Ça t'apprend techniquement à faire des petites histoires. Parce que ça m'a appris vraiment. J'ai appris vraiment mon métier en faisant la publicité. La seule chose qu'on t'apprend pas en publicité, c'est ce que tu as envie de raconter. Ce que je disais, c'est que tu fais juste des petites histoires un peu débiles avec des petits concepts. Et ce qui manque, du coup, après, on te lance dans le cinéma. C'est vrai que Didier et moi, on avait un savoir-faire de faire des images, faire des scènes d'action, faire des jolies scènes. Donc ce savoir-faire était super. Donc nous, on se lançait dans les histoires en disant, bon, bah voilà, on va raconter ce scénario. Et on s'était rarement penché, et c'était un peu bête, sur l'histoire qu'on avait vraiment envie de raconter. C'est que le milieu de la publicité a tendance à te phagocyter. On prend juste c'est une coquille, c'est vraiment du visuel, du genre, du visuel. Donc en fait, tu peux te faire aspirer là-dedans. Et ça marche très bien. Alors après, on a aussi, c'est très financièrement, c'est très bien payé, on visite partout. Donc, le milieu de la pub est très brillant. Mais quand on se penche après sur le cinéma, et que tu viens sur un plateau avec des acteurs et t'as des gens qui te demandent ce qu'on a envie de raconter, c'est ça qui te manque. C'est dire, il faut vraiment te pencher sur ce que tu as vraiment envie de raconter. Et j'avoue que les années de pub m'ont juste un peu endormi de ce côté-là. C'est que j'ai oublié de penser à ce que j'avais vraiment envie de raconter. Et c'est que maintenant, cheveux gris, un peu tardivement, que je me dis, il y a des choses que j'ai envie de raconter, des histoires, des choses que j'avais depuis avant, hein, mais qui sont venues petit à petit, en fait. Et ça, la pub a tendance un petit peu à t'écarter de ton chemin. Mais ça reste aussi très intéressant. Bonjour. Bonjour. En tant que réalisateur, est-ce que vous avez un point ou un côté de la réalisation que vous appréciez particulièrement ou détestez forcément? Moi, personnellement, parce que je discute avec beaucoup d'amis réalisateurs qui n'aiment pas trop soit le plateau, soit... Moi, c'est vrai que je suis pour le coup un vrai amoureux du cinéma et j'aime beaucoup toutes les... C'est tellement différent. Alors, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais j'aime vraiment toutes les périodes du cinéma, de la préparation, parce que tout est possible. C'est rien à voir, on est là, on rêve d'un truc, on fait des dessins, on est dans la création, tout est possible. Après, j'irais le plus chiant, c'est les repérages, hein, parce que c'est du minibus pendant des heures à changer. Voilà, ça c'est le truc le plus chiant du monde. Il faut savoir que c'est avant le tournage. Tu tournes dans un minibus pendant 6 mois, voilà, pendant à manger des vieux sandwichs. C'est le cinéma. Et t'es épuisé souvent quand tu commences le tournage, d'ailleurs, t'es épuisé, t'as l'impression d'avoir fait ton film 30 fois et t'es crevé. Après, t'as le plateau qui est carrément aussi une autre. C'est tellement différent, en fait, et c'est ça que j'aime, moi, personnellement, dans le cinéma, hein, c'est que ça partage vraiment des choses très différentes. Le tournage étant quelque chose de très instinctif, assez épuisant et très sportif, que je contrôle, enfin, que j'aimais beaucoup. J'ai fait beaucoup de pubs, donc j'aimais beaucoup le tournage, même techniquement, je me sens à l'aise avec les caméras. Et la post-prod, c'est vraiment le moment où on rassemble tout, que j'aime aussi beaucoup, parce que là, on est installé et on fait vivre les choses. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le mix à la fin, parce qu'on peut retravailler, y compris quand on fait des films un peu de genre ou des choses comme ça. Le son a une importance énorme. Moi, je suis très fan de musique de film, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les enregistrements de musique. Toutes les parties en fait du cinéma sont quand même assez passionnantes. Il y en a des plus longues que d'autres. La vente aussi, la vente au début est un peu compliquée. C'est pas la partie la plus intéressante, mais très nécessaire. Est-ce qu'avoir une idée de l'esthétisme avant le propos ou le fond d'un film est une mauvaise chose? Comment allier les deux sans dénaturer le projet? C'est une bonne question. Moi, j'avoue que je l'ai fait dans ce sens-là. J'avoue que maintenant, ça m'a perdu un petit peu de temps, mais parce que j'ai mis souvent l'esthétisme au cœur du projet avant de commencer le fond.
Et j'ai vu que des fois ça marchait bien. Par exemple, notre premier court-métrage, c'était à la fois très esthétique, mais ça parlait de ça. Ça parlait d'un milieu de l'expressionniste allemand. Donc c'était très au milieu de ça. Donc on a trouvé un propos qui racontait l'histoire de quelqu'un qui fabriquait des marionnettes. Donc le propos et l'esthétisme étaient liés. Par moment, on s'est laissé aller un petit peu plus à un esthétisme qu'on vient de la BD, des choses comme ça, avec un peu plus visuel. C'est qu'on était aussi intéressé par les costumes, les décors, la lumière, l'ambiance. En fait, je sais que je suis un réalisateur qui aime beaucoup créer des ambiances. J'avoue que maintenant, avec un peu de regret, je me serais un peu plus intéressé à la fabrication de l'histoire, au scénario. L'un, tu peux vraiment faire. Il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime beaucoup, ils sont très esthétiques. Et je pense qu'ils font l'un avec l'autre. Je parlais de Wes Anderson, qui est vraiment le. Lui, il fait tous ses storyboards, c'est animé, et il fait ses propres voix. Il faut savoir que Wes Anderson, il fait tout son film est en storyboard animé, tout, même quand les acteurs, et c'est lui qui mime toutes ses propres voix. Donc il fait toutes ses petites voix comme ça, tous ses dialogues. C'est vraiment des films d'animation qu'il fait après en réaliste. Alors après, ça va être un petit peu sur un plateau, ça devient un petit peu chiant parce qu'on refait exactement la même chose. Mais lui, il part vraiment. Il y a des gens qui parlent vraiment de ça. Après, il a trouvé son propos avec son histoire. Je pense que ça dépend qu'on arrive à. Il faut quand même que ça soit lié. C'est-à-dire que moi, les erreurs que j'ai fait par le passé, c'est de mettre l'esthétisme avant le fond, sans avoir une idée de comment je pouvais mêler les deux. Très bien, merci Thierry. On est à la fin de cette masterclass, on tient aussi le temps. J'ai quand même, moi, une dernière remarque à faire. Oui. Je t'ai entendu depuis le début, et particulièrement en répondant aux questions des étudiants. Un mot qui revient très souvent, c'est « j'ai appris ». J'ai appris. Après ton premier court-métrage, effectivement. Mais ensuite dans le monde de la publicité, et après ton premier long métrage, dans les séries, et là tu viens de le redire. Est-ce que c'est un mot-clé peut-être à leur confier? On te parlait de conseils à leur donner. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement une carrière, c'est un apprentissage permanent peut-être? Oui, je pense que moi j'apprends tous les jours, tout le temps, en faisant. De parler aussi, quand je vous parlais de jeunes générations, je vous parlais de ma fille qui est école de cinéma aussi. Ça te repousse ailleurs, c'est-à-dire que cette jeunesse, tes envies, les choses que tu vois, ça repousse ailleurs. Mais je pense que c'est pareil si tu suis je me compare pas à un grand réalisateur, mais tous les réalisateurs que j'admire, ils changent beaucoup. Tu vois, j'étais très plus jeune, j'étais très Spielberg, tout comme ça. Donc, mais ils ont changé, ils sont passés des découpages très. Si vous analysez bien vraiment les découpages de ces réalisateurs, en termes de films, ils sont passés des fois des trucs très statiques. D'un coup, ils ont découvert un chef-op, ils sont venus à faire de la caméra portée, faire des longs plans séquences. C'est-à-dire qu'ils évoluent beaucoup, leur sujet évolue, la façon de filmer évolue. Je pense qu'on perfectionne quelque chose, mais on évolue à chaque fois. Et je pense que c'est ce qui est passionnant. Et surtout qu'on vit dans une époque qui évolue aussi. Donc, moi, ça vient plus de mes études des beaux-arts. Il faut vraiment être aux aguets de tout ce qui se passe et puis d'apprendre tout le temps. En fait, moi c'est plus le cinéma. Ce que j'aime, c'est un travail de groupe aussi. Donc, c'est de découvrir des gens et puis les gens, ça rebondit différemment et d'apprendre. Oui, on apprend. J'y suis encore. Hein, j'apprends beaucoup, tous les jours, tout le temps. Très bien. Merci beaucoup, Thierry. De rien. On peut t'applaudir bien fort. Merci. On peut également applaudir. On peut aussi également applaudir ton frère Didier, parce qu'on a beaucoup parlé de son travail aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, parce que tu as beaucoup de travail avec la post-production des Sentinelles. Ouais. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour les Emmy tout particulièrement. Merci à vous, merci à toute l'équipe des étudiants en coulisses, Margot, Jonas, leurs équipes. Merci à Enzo pour l'habillage. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle masterclass. Au revoir. Merci, au revoir.